Alors, bonjour à tous et puis bonjour à toi, Nathalie. Que j'avais envie d'interviewer aussi sur ma chaîne à propos de ton travail que j'aime beaucoup, qui est une démarche en psychothérapie qui est un peu particulière en psychogénéalogie, mais avec ta couleur, ton style propre. Et avant qu'on développe un peu la démarche thérapeutique que tu utilises, j'aimerais bien que tu te présentes succinctement et que tu dises un peu ta spécificité. Voilà. Parce que c'est vrai que j'interviewe régulièrement des thérapeutes dans diverses approches complémentaires à la mienne. Donc, ça me fait plaisir justement à ce titre-là de t'interviewer aussi. Merci, bonjour Alors, qui Vicky. es-tu, Nathalie? Bon, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis thérapeute en psychogénéalogie, plus particulièrement, également médium depuis l'enfance, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec les mondes parallèles et je lis les mémoires akashiques pour aider les personnes à aller à l'origine de leurs problématiques. Alors, les Donc ça, mémoires c'est le... akashiques, tout le monde ne connaît pas, hein. C'est juste pour dire, est-ce que tu peux réexpliquer? Donc, les mémoires akashiques, c'est euh, on porte à l'intérieur de nous des mémoires, c'est-à-dire des croyances ou des mémoires qui viennent de nos ancêtres, qui sont transmises dans nos gènes, au niveau de notre génétique, à l'intérieur de nous. Et c'est comme si je vais me mettre en contact avec l'inconscient de la personne, parce que dans l'inconscient de chaque personne, il y a toutes les réponses. Il est dit que chaque individu a toutes les réponses en lui. Et je me mets en contact donc avec l'inconscient de la personne et je reçois des réponses médiumiquement, on appelle ça de l'âme ou de l'ange gardien de la personne, avec le mien, avec mon ange gardien qui me donne les réponses. C'est-à-dire que je vais aider une personne par rapport à une problématique à trouver l'origine profonde de sa problématique, d'où ça vient. Et très souvent, ça peut venir du transgénérationnel, c'est-à-dire de la famille, et aller, donc je vais chercher l'origine de cette problématique à travers les différentes générations. Donc, bien sûr, je m'aide d'un arbre généalogique. Je suis également médium, donc je peux lire et voir ce qui se passe dans la vie de la personne. Et je suis également passeuse d'âme, c'est-à-dire je fais passer toutes les formes d'entités qui sont restées collées sur la personne. Donc, ça, c'est le travail que je fais au quotidien depuis plus de 30 ans. Et je forme également pas mal de personnes à l'ouverture de leurs dons et de leur potentiel. Et également, je forme des thérapeutes à toutes les thérapies que j'ai pu apprendre avec l'expérience de mes différents voyages, parce que j'accompagne également des gens en voyage initiatique, pour me présenter en quelques mots. Et voilà, mais enfin, le plus gros de mon travail, c'est vraiment d'aider les personnes à guérir ou des maladies ou comment dire, des schémas répétitifs qui sont dans leur vie depuis longtemps et d'aller en trouver la cause et l'origine. Et très souvent, la cause et l'origine sont dans la famille. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'explique Oui, ça comment peut je être fais. intéressant que tu expliques un peu comment tu procèdes pendant une séance classique, Tout à ordinaire. fait. Voilà, surtout que moi, je peux témoigner puisque je l'ai fait aussi avec toi. Et ce serait bien que tu développes un peu comment tu... Hum. Bien sûr. Donc, au départ, je demande aux personnes de me préparer des informations sur leur famille. Très souvent, les gens n'ont pratiquement rien, et c'est pas grave puisque bon, moi, je vois les choses au niveau de l'inconscient. Donc, je vais partir donc de prénoms, de dates, je veux dire, parce qu'un arbre généalogique, c'est les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, les professions et de quoi sont décédées les personnes. Et ensuite, je demande aux personnes de me dire s'ils savent ce qui s'est passé dans leur famille, quelles étaient les personnes qui étaient fâchées, pas fâchées, s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des IVG, s'il y a eu des enfants morts, parce que tout ça a une importance. Et très souvent, donc après, je vais faire donc l'analyse, je vais regarder d'après leur date de naissance. Donc, une personne a une date de naissance et je vais regarder d'après la date de naissance
ce que j'appelle les 4 points importants, les 4 dates importantes qu'on doit retrouver dans un arbre généalogique et qui permettent de voir si une personne est reliée ou pas à des personnes de son arbre. D'ailleurs, je pars de la date de naissance de la personne, je demande si la personne est née à terme ou pas, et je vais regarder 10 jours avant sa date de naissance, 10 jours après. Et donc, je pars de la date de naissance, par exemple, quelqu'un qui est né le 21 juillet. Donc, je vais aller regarder pour vous donner un exemple. Donc, du 11 juillet, donc, comment dire, 10 jours avant le 21, et je vais aller jusqu'au 31 juillet. Et je vais regarder dans toutes les personnes qui seront nées entre le 11 juillet et le 31 juillet. Dans son arbre, la personne sera reliée à cette personne-là. Je vais prendre le point de la date de conception. Donc, quelqu'un qui est né un 21 juillet va être conçu un 21 octobre. Et pareil, je vais prendre ensuite du point de conception, je vais voir le point vital, les ancêtres qui donnent la vitalité. Et en prenant toujours le point de conception plus 3 mois. Et ensuite, le point gisant, les ancêtres bloquants dans l'arbre, du point vital plus 3 mois, qui va nous donner les dates de point gisant. En partant de ces 4 dates, je vais regarder dans l'arbre des personnes, mon patient, à qui il est relié. Également, je vais me relier au prénom que porte le patient. Si le patient porte des prénoms qui sont communs, par exemple, on voit la personne s'appelle Pierre et qu'on voit qu'il y a je ne sais combien de pierres dans l'arbre, bien entendu, je vais remonter jusqu'au premier pierre, qui est à l'origine du premier pierre. Si je vois des personnes, ben, je vais analyser tous les prénoms que la personne porte, parce que chaque prénom veut dire quelque chose et a un sens. Donc, je vais aller donc, travailler par rapport au prénom et au numéro de fratrie. Ça, c'est un peu plus aléatoire parce qu'on ne sait jamais si les parents ont fait des fausses couches ou des avortements. Les gens ne savent pas si leurs parents leur ont dit, ont pas dit. Quand c'est vraiment sûr, je m'y fie, que les gens me disent je suis sûr. Là, oui, j'en tiens compte. Si c'est pas sûr, je tiens compte simplement à ces 4 dates de départ et au prénom. Après, je vais demander bien sûr à la personne quelle est sa date, comment dire, quel est son motif de consultation, avec une question précise et claire. Donc, parce qu'en généalogie, on va traiter question par question. Et on va aller regarder, par exemple, pourquoi j'ai un cancer du sein, pourquoi j'attire des hommes violents, pourquoi je suis, comment dire, j'ai des problématiques avec l'argent. Donc, on va poser une question précise et je vais aller voir à l'origine de la problématique. Donc, la personne je travaille beaucoup en distanciel, il n'y a pas besoin je fais extrêmement de séances à distance, j'ai juste besoin d'une photo de la personne récente, je mets les mains sur la photo de la personne et quand je dois lire, je fais son arbre, je vois la direction vers laquelle je pars et ensuite, j'ai mes guides qui me parlent et qui me disent quelle est l'histoire de l'ancêtre référent qui bloque la personne et quel est le blocage que porte cette personne. Donc, je travaille bien sûr en médiumité, c'est-à-dire c'est ça, la lecture des annales akashiques. Je vais aller chercher Ah, l'ancêtre référent qui va faire de mon patient une marionnette. C'est-à-dire parce que quelque part, on est souvent les marionnettes de nos ancêtres. Et on porte malheureusement leur douleur ou on vient réparer leurs problématiques. Justement, j'avais un monsieur qui faisait, justement, pour expliquer, qui faisait 170 kilos. Et il me dit, je porte un poids émotionnel. Il me dit, j'ai beau faire tous les régimes que je peux, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien, rien, je ne perds rien, je ne perds pas un gramme. Ou alors et je lui dis, oui, en effet, c'est un poids émotionnel. Je regarde son prénom, je regarde ses dates, et je lui dis, en effet, vous êtes complètement relié à votre arrière-grand-père, et cet arrière-grand-père avait violé la grand-mère, sa propre grand-mère. Euh, la grand-mère était extrêmement mal, s'était suicidée. Enfin, quand je dis grand-mère, elle n'a même pas eu le temps d'avoir des enfants, mais cette jeune femme s'est suicidée et l'arrière-grand-père n'a jamais été puni. Et lui, il avait des dates. Il portait la date de naissance de la date de décès de cet arrière-grand-père. Donc, quelque part, il reprenait la vie de cet homme.
Ah oui. Et il réparait, il portait le poids émotionnel de la honte et du déshonneur de cet homme qui a violé, euh, comment dire, sa fille, euh, et dont la fille s'est suicidée. Et, euh, et il savait que c'était un poids émotionnel, il savait que c'était. Et après, à base, donc l'important c'est de prendre conscience d'où vient la problématique, d'aller voir l'ancêtre référent donc, qui va amener la souffrance. Et là, j'ai fait partir, bien entendu, ce qu'on appelle les gisants. Je Ah conseille oui, un c'est ça. livre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, parce que tu as déjà utilisé le mot tout à l'heure, et Oui, comme les un gens ne savent gisant. pas ce que c'est que les gisants. Tout à fait, j'allais y venir. Un gisant, c'est une entité qui est restée collée sur la famille, c'est-à-dire une personne décédée de manière brutale, c'est-à-dire qui s'est suicidée, ou qui a été tué par quelqu'un, ce que j'appelle une mort brutale, où l'âme ne sait plus où elle en est, et quelque part, il faut l'aider à partir. Vous avez peut-être tous entendu parler des passeurs d'âme, c'est-à-dire on aide et on accompagne cette âme à quitter les plans de la terre et les personnes de leur famille à laquelle ils se scotchent pour les faire repartir de l'autre côté sur d'autres plans, les faire partir dans la lumière. Donc, je peux vous donner un exemple, hein, je peux vous donner plusieurs exemples de ce qui a pu se passer, d'une petite jeune fille qui arrive chez moi paralysée, avec les jambes complètement coupées, pas paralysée, pas avec les nerfs coupés, mais paralysée, on pouvait lui faire ça sur sa jambe, elle ne sentait absolument rien. Et, euh, et cette petite était coiffeuse, avait dû fermer son salon parce qu'elle ne pouvait plus tenir debout, et elle était avec un homme qui est extrêmement violent avec elle. Et c'est lui qui me l'amène. Et donc, je garde moi les gens 2 heures, un peu bonnes heures. Et je fais d'abord son arbre et je lui dis, elle me dit, ah non, non, mais parce que quelque part, elle me fait, je ne suis pas prête de me séparer avec mon copain. Je viens d'avoir un bébé avec. Je lui dis, pourtant, cet homme est violent, faites attention. Il- Ça peut être dangereux pour vous. Je lui dis, et à mon avis, votre problématique de paralysie vient de la peur, justement de la peur de le quitter. Elle était déjà suivie par 2 psys, elle était dans un centre, et elle me dit, la première séance, mais je me sens pas prête à le quitter. Bien sûr, elle a tellement peur que le mental se mettait en avant. Je veux faire un travail avec ma mère. Ok, on va toujours là où le patient veut aller. Parce que je m'entends pas avec ma mère, je veux faire un travail avec ma mère. Je vais faire un travail avec votre mère. Mais quelque part, une semaine après, même pas, elle me dit, oh là là, il faut que je vous revoie tout de suite, Anna Mardanoui, il faut que je vous revoie tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que il a été violent, comme vous m'avez dit, j'ai cru qu'il allait en prendre un coup de poing dans la figure, il faut que j'arrive à le quitter. Et elle revient en urgence, et là, je la prends, et je dis au gars aussi que je ne le prends pas lui, qu'il faut qu'il revienne dans 2 heures le chercher. Et là, je dis, est-ce que vous êtes prête à aller travailler sur l'origine de votre peur? Je dis, votre paralysie, c'est votre peur qui vous paralyse, la peur de quitter. Il faut voir pourquoi vous avez peur et quelle est l'origine de cette peur qui vous paralyse les jambes. Tu es sur un fauteuil. Et là, elle me dit, je suis d'accord, je veux bien y aller. Du moment où j'ai son accord, je peux y aller. Et là, je mets les mains donc sur son ventre, puisque c'est là où je me relie. Bon, elle était venue en présentiel. Je peux faire exactement le même travail sur une photo. C'est vraiment pareil, exactement de la même manière. Et, euh, et là, je lui dis, j'ai votre grand-mère qui veut vous parler. Et donc, sa grand-mère vient me parler, me dit, euh, j'ai été tuée par mon mari parce que j'ai voulu le quitter au même âge. Parce que en psychogénéalogie, on rejoue les choses en général au même âge. Il y a des dates anniversaires et on rejoue les choses même âge, même dans des lieux, dans des lieux communs. C'est très souvent les chiffres qu'on reviennent exactement pareil. L'inconscient nous ressort sans arrêt, on peut même multiplier par deux. Pour, euh, Et elle avait 30 ans et sa grand-mère a été assassinée à l'âge de 30 ans. Et là, je lui dis, elle me dit, là, j'ai peur si vous faites parler ma grand-mère. Je dis, écoutez, je ne vais pas faire parler votre grand-mère, je vais vous dire juste ce qui s'est passé. Parce que je peux entendre aussi les renseignements sans avoir
à faire passer à l'intérieur de moi les entités ou les êtres de lumière ou les décédés. Et là, je dis, voilà, votre grand-mère s'appelle comme ça. Elle a voulu quitter votre grand-père. Il était malheureux. Et je vais la faire partir parce que il lui a dit, si tu pars, je fais un malheur. Et elle lui a dit, mais je pars pas pour quelqu'un, on est malheureux tous les deux, on n'est pas heureux, je vais m'en aller. Non, je ne le supporterai pas, je ne veux pas que tu partes. Et elle a voulu partir, et il a tué sa femme, et il s'est donné la mort après. Ouais, Et magique quand au même. même âge, au même âge, ma patiente est tombée handicapée, c'est-à-dire ne pouvait plus utiliser ses jambes. Et elle ne tombait que sur des hommes violents, Ouais, vraiment, qui étaient prêts à la frapper, qui la menaçaient de mort si elle partait. Et là, elle n'osait pas parce qu'elle venait d'avoir, elle avait déjà eu un bébé avec un autre homme, et elle revenait d'avoir un tout petit bébé, elle avait un enfant de 2 ans et un bébé presque, quoi, 6 mois, et elle se disait, je ne vais pas partir, entre mes filles mères, toute seule. Et je dis, il vaut mieux partir. Et là, j'ai fait partir sa grand-mère, et du moment où j'ai fait le passage d'âme, j'ai raccompagné l'âme de sa grand-mère qui avait été assassinée, donc une mort violente, on est là, ce que j'appelle sur un gisant, et cette femme était sur son arrière-petite-fille. Je l'ai fait partir, j'ai fait partir en lumière, j'ai fait des prières pour la faire monter, et à ce moment-là, elle me fait, Madame Ardanoui, elle me fait, Nathalie, Nathalie, je sens vos mains, je sens vos mains, parce qu'il s'enterrait, je sens vos mains. Et moi, je lui dis, j'étais complètement en médiumité, vous allez vous asseoir, vous appuyez sur mes bras, et vous allez vous mettre debout. Et elle se lève comme si de rien n'était. Et elle marche. Alors qu'elle avait le fauteuil roulant, elle était arrivée avec le fauteuil roulant. Et quelque part, on se met à pleurer dans mes bras. Et je lui dis, ben maintenant, quand il va venir vous chercher, là, votre gars, vous lui dites que c'est terminé. Vous habitez pas loin de chez moi. J'ai pas, j'avais, à l'époque, je ne travaillais pas le mercredi après-midi, parce que j'avais mes enfants à l'époque. J'ai dit, je vous ramène. Ça tombe bien, je peux vous ramener chez vous. Je vous ramène. Et elle me dit, vous resterez là. Je dis, oui, oui, je reste là. Et le gars, il ne croyait pas du tout à ça. Et je vais quand même le prévenir, lui dire, elle est debout, elle marche. Alors, il lève les bras au ciel, enfin, il ne s'y croyait pas du tout. Il rentre, il est blanc comme un linge, je la vois debout. Et donc là, je l'ai ramené. Et elle lui dit, c'est terminé, ça t'arrangeait bien de me paralyser de peur. Maintenant, c'est fini. Je me rappellerai, comme si c'était toujours là, dans mon cabinet. Là. Il est parti comme s'il voyait un fantôme. Il a embarqué le fauteuil roulant. Il est parti. Elle lui a dit que c'était terminé, que c'était fini. Il n'a même pas bougé. Il dit oui, 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 oui. On aurait dit qu'il voyait un fantôme devant lui. Et donc, et après, je l'ai ramené chez sa mère. Elle ne savait pas l'histoire. Elle dit, et sa mère la voit, elle fait, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu es debout, que tu marches? Alors, ça faisait 6 mois qu'elle était dans un centre exprès avec des kinés, des docteurs pour essayer de lui faire de la rééducation. Et là, elle a, et elle lui dit, tu savais, toi, que ta grand-mère avait été assassinée par ton grand-père, ton grand... Qui c'est qui t'a dit ça? C'est un secret de famille. Mon grand-père a fait la une des journaux, on n'en parle pas. Elle me dit, ben, c'est Nathalie qui m'a dit ça. Elle me dit, c'est pour ça que je suis paralysée, parce que je revis la même vie que ma grand-mère et qu'elle était sur moi et qu'elle a fait partir le grand-père qui s'est suicidé et ma grand-mère qui a été assassinée par ton grand-père. Elle me dit, ah ben, alors elle me dit, ah ben oui, mais je confirme ce que Nathalie t'a dit. Elle ne le savait même pas, donc elle ne pouvait même pas me confirmer la mémoire que je lui donnais. C'est Donc intéressant mon parce travail, on pourrait imaginer que bon voilà, tu fais des présuppositions, des investigations un peu tu pourrais halluciner, tu vois. Mais quand c'est confirmé parce qu'elle oui, demande la vraie histoire et que sa propre mère lui dit ah bah oui, c'est vrai, ça s'est arrivé, oui, c'est un secret de ah famille, oui, oui. ça c'est incroyable. Et puis surtout le résultat, c'est que cette fille, elle a pu reprendre son salon de coiffure. Ça faisait 6 mois qu'elle était dans un fauteuil, qu'elle n'avait pas ses jambes, qu'elle ne pouvait pas marcher toute seule. Ouais, Et qu'elle se remet à marcher en sortant. Et j'ai vu des gens, pareil, qui sont venus avec des douleurs où la médecine ne peut rien. Justement, là, j'ai un monsieur comme ça, qui souffre dans son ventre, c'est l'horreur, et qui n'a plus eu de douleur après, quand on a trouvé. Le souci, c'est vraiment de trouver ouais. la bonne mémoire et d'aller vraiment à la bonne mémoire et que la personne soit prête. Parce que c'est pas un coup de baguette magique où on met comme ça sur la personne. C'est quand la personne est prête, le travail se fait. C'est comme ça que c'est vraiment. Moi, je le vois, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans, que j'accompagne des quantités de personnes et où je fais passer des âmes de l'autre côté. Et je vois que quand
déjà les âmes partent de l'autre côté, qu'ils ont plus ce poids du gisant, parce que qu'est-ce que peut amener un gisant? Lisez le livre du syndrome du gisant du docteur Salomon Selam, il en a fait deux, hein, il vous explique très bien ce que c'est quand vous êtes toujours fatigué, quand vous vous habillez toujours en noir, quand vous ne supportez pas le bruit pour dormir, euh, quand vous aimez pas le froid, vous aimez pas la neige, euh, que vous avez mais c'est surtout l'asthénie, la fatigue, que vous êtes toujours en train de dire, oh là là, c'est mortel, ou j'ai envie de rien, ou je suis crevé, voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est-à-dire une âme, donc qui n'a plus son corps, qui n'est pas monté dans la lumière parce que sa mort a été brutale, a été violente, et qui est resté accroché, sur les vivants. Regardez le film Ghost, ça peut paraître rigolo, mais c'est exactement la film en réalité avec, avec Demi Moore et Patrick Swayze. C'est un film qui traduit vraiment le passage d'âme, que quand cette médium fait partir après dans la lumière ce gars-là qui est assassiné dans la rue et qu'elle le fait partir de l'autre côté, ça traduit exactement ce dont je vous parle. C'est vraiment... et donc mon travail, c'est vraiment d'aider des personnes à se libérer donc du poids des casseroles de leurs ancêtres, parce que tout ce que les ancêtres n'ont pas réglé, tous les conflits auxquels il n'y a pas eu de solution, eh bien, peuvent amener des maladies. Peuvent amener des maladies ou peuvent amener des schémas répétitifs, des choses désagréables qu'on n'a plus envie de vivre et qui ne nous appartiennent pas. D'où l'importance de ce travail, de pouvoir arriver à connaître l'origine de son problème, qui est gravé dans l'inconscient, et de pouvoir le mettre en conscience à la personne. Ensuite, de faire passer des âmes, s'il y a des âmes qui sont collées à ces personnes, et après leur donner ce qu'on appelle des actes symboliques de guérison. Parce que des fois, la prise de conscience n'est pas, comment dire, il y a des gens pour oui, C'est prise de d'ailleurs ce que conscience, j'allais te demander, tu vois, quelle est la part active du patient? voilà, Non, tu vois. voilà. C'est-à-dire qu'il y a, il y a pour des personnes, comme pour cette fille, il n'y a même pas besoin de faire d'actes psychomagiques. Le fait d'avoir fait partir sa grand-mère de l'autre côté, elle a retrouvé ses jambes, elle s'est mise debout, et je l'ai vue qu'une seule fois, cette nana. Il y a des gens, en une séance, ils ont des résultats pas possibles. Une fille, elle faisait pipi la nuit jusqu'à 20 ans ou 22 ans. Elle est venue me voir, elle souffrait d'énurésie et ça veut dire qu'elle faisait pipi sans s'en rendre compte la nuit. Elle avait quoi, 25 ans? Une séance, elle n'a plus eu. Je suis tombée pile poil sur le truc. Mais la fille, elle était prête. C'est-à-dire que quand l'élève est prêt, eh bien, je veux dire, quand le patient est prêt, eh bien, on peut aller directement à la racine de son problème. Après, il y a des personnes pour qui c'est plus lent, c'est plus difficile, parce que c'est plus difficile de rentrer à l'intérieur d'eux. Comme je dis, il y a des personnes, on peut rentrer dans leur inconscient comme dans du beurre, et d'autres où c'est beaucoup plus long, parce qu'il y a des résistances. Et il y a des formes de résistance inconsciente, bien entendu, parce que quand une personne vient vous Bah oui. voir, elle a envie de se libérer. Mais entre le conscient et l'inconscient, il y a une partie de l'inconscient qui protège la personne et qui fait que, oulala, c'est dangereux de te libérer de tout, et qui va mettre une résistance à ce que je peux voir ou à ce que je peux entendre, ou ce que je peux. C'est vrai qu'il peut y avoir des résistances. Il y a des fois des gens, eh bien, il me faut bien les 2 heures pour arriver à entrer dans leur inconscient, lire ce qu'il en est, voir les entités, parce que des fois, je me retrouve face à des entités cachées, c'est-à-dire des entités qui ne veulent pas partir. Et mon travail, c'est justement d'arriver à trouver, parce que des fois, on a des entités, ce qu'on appelle des entités qui veulent partir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des entités en transition, qui sont mortes de manière brutale, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est l'aide de la lumière ou d'un passeur d'âme ou de prière pour les aider à repartir dans des plans lumineux. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les entités sombres, c'est-à-dire des entités du bas astral ou des entités sombres, des entités obsessionnelles. Et là, le passeur d'âme, il doit, comment dire, eh bien, aider à faire partir aussi ce genre d'entité, mais ce genre d'entité n'a pas envie de partir. Parce qu'elles, elles veulent rester. Leur rôle, c'est pas de vouloir d'aller de l'autre côté. Parce que où elles ont été envoyées pour ce que j'appelle
euh, quand une famille fait des magies sur les uns ou sur les autres, ou quand on envoie une malédiction. Ouais, c'est Et ça. ça, j'en vois tous les jours, hein. Une malédiction familiale, je peux vous dire que si vous avez une malédiction familiale, on le voit, c'est quand il y a des cancers à répétition sur toutes les générations, quand vous voyez des divorces à répétition, c'est-à-dire sur une même génération, vous avez une fratrie, par exemple, de vos parents, il y a au moins quatre enfants qui ont un cancer, vous voyez vos frères et sœurs qui ont tous au moins un cancer, ou qu'il n'y a que des divorces sur tous les frères et sœurs, et les frères et sœurs de vos parents, et vos grands-parents, et que vous voyez ça veut dire que là, il y a une malédiction familiale. Ça, c'est clair. Il y a une malédiction familiale quand vous voyez sur plus de trois générations, ou des divorces, ou des séparations, ou des enfants morts, ou des maladies graves. Donc là, et alors là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail après à donner à la personne, des prières spécifiques pour nettoyer les malédictions, que j'appelle des prières de libération pour libérer les malédictions. Et il y a aussi un travail avec des actes, ce qu'on appelle des actes psychomagiques, c'est-à-dire des actes thérapeutiques, où on va symboliser le problème pour aider la personne à pouvoir se libérer. On est en train de prévenir l'inconscient, on est en train de s'occuper du problème et qu'on va donner des actes pour pouvoir libérer. Alors, des actes par des lettres, en faisant ce que j'appelle la lettre symbolique, ou on va amener, parce que le but, c'est de guérir. Il y a deux énergies qui guérissent, c'est le pardon et l'amour. Par ces deux énergies-là, on peut guérir. Donc, on va amener les personnes à faire des lettres qu'on envoie réellement, à ce que j'appelle la poste psychomagique de Libourne, ou ce que j'appelle la poste où vous faites envoyer les lettres de vos enfants au Père Noël. Donc, et là, les lettres, donc, au bout d'un mois, sont brûlées. Donc, les lettres sont brûlées et symboliquement parlant, on a envoyé à l'énergie de la personne à qui on a envoyé. Et elles ne sont pas ouvertes, mais ça permet à la personne de pouvoir se libérer de la souffrance et d'exprimer dans ces lettres-là. Et puis moi, pour l'avoir fait aussi, tu me l'avais fait faire, je me souviens, à un moment donné, ce dont je me rappelle, c'est que ça permet, de vraiment réaliser, voilà, maintenant, je pose un acte qui Voilà. fait que je vais faire différemment maintenant. Hein, moi, Mhm. c'était une histoire d'amour gravée dans le marbre pour l'éternité, donc je ne pouvais pas le laisser partir. Donc Voilà. maintenant, au lieu de me répéter le mantra, oui, il est avec moi, je ne le quitterai pas, on ne se quittera pas, machin, enfin bon, tu vois, l'histoire des âmes jumelles. Voilà. Donc du coup, laisser partir, mais c'était important parce qu'il fallait que je l'ancre en fait. Ça crée un ancrage aussi. Ah, L'acte psychomagique crée un ancrage pour acter quelque chose qui a été peut-être parlé avec toi. C'est un début, si tu veux, la parole, mais après, il faut vraiment prendre acte et faire en sorte voilà, de dire maintenant, je décide que je m'engage à, tu vois. Et ça, c'est intéressant par rapport à c'est cette ça, histoire de rituel, hein. c'est ça, c'est ça. Et je vois que les personnes qui font des rituels, ça change des choses dans leur vie, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais une personne, comme tu dis, qui avait un contrat dans dans une vie passée. Bon, là, il faut croire au karma, hein. Pour les gens qui ne croient pas au karma, donc, je veux dire, il y a une personne, elle avait vraiment un contrat dans une vie passée avec une âme qu'il avait aimée. Et il s'était juré l'amour à vie pour toujours. Voilà, ce que tu dis, un contrat d'éternité. Et il a fallu faire une lettre, ce qu'on appelle un avenant au pacte qui a été fait, Ça. que je lui ai fait faire pour couper ce que j'appelle le Oui. contrat d'âme qu'ils avaient dans cette autre vie. Et donc, on fait écrire cette personne, on fait écrire donc le patient un avenant en lui disant qu'à partir de maintenant, elle coupe le contrat, qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus rien à faire avec cette personne, qu'elle le remercie pour ce qu'ils ont vécu auparavant, mais qu'aujourd'hui, là où elle va et lui où il va, c'est plus du tout pareil. Il y a un écart qui s'est creusé et qu'il faut qu'elle le laisse libre et que lui doit être libre également. Et qu'à partir de maintenant, elle coupe le contrat pour pouvoir être libre et pouvoir aimer à nouveau et pouvoir accueillir un nouveau partenaire. Ah oui, sinon, il n'y a jamais de place, hein. C'est pas possible. Exactement, exactement. Et là, on envoie réellement la lettre, on met une fausse adresse,
Donc, on invente le prénom de la personne avec un nom de famille inventé, un prénom et un nom. Rue on va mettre rue de la Liberté retrouvée pour pouvoir créer un nouveau couple d'amour dans le ici et maintenant. Voilà, c'est un peu le genre d'adresse qu'on met. On met un timbre, parce que bien sûr, il faut timbrer vos lettres, et on envoie. Et quelque part, dans la symbolique, c'est-à-dire que l'inconscient a compris que maintenant, on était libre et qu'on pouvait aller et rencontrer d'autres personnes. C'est vraiment parce que on peut, mais même dans cette vie-là, moi, quand je vois des personnes qui font des contrats d'âme les uns avec les autres, il y en a, ils se font graver quand on a 15 16 ans. Ah Un oui, truc, on se fait tatoué, graver, gravé. tatouer le prénom du copain ou quoi que ce soit dans Ça. son bras. On se fait tatouer ou dans le dos. Et puis que après quelques années, quand on a 15 ans, ça va. Et puis au bout je sais pas, de 20 ans, on se sépare. Mais on a toujours le prénom du petit copain à l'intérieur. C'est comme un contrat d'âme. C'est comme si C'est on ça. était encore collé avec le prénom du gars à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, c'est où on fait une lettre en disant qu'on coupe ça et on fait faire un autre tatouage dessus, ou alors on essaie de le faire effacer, c'est pas évident, c'est douloureux. Apparemment, ça j'en sais rien, je n'ai jamais fait de tatouage, ou alors on fait faire un autre dessin ou un soleil ou quelque chose de beau dessus pour ne pas garder le prénom de la personne. Et ça, c'est des genres d'actes psychomagiques. Mais tu vois, c'est très proche du travail de redécision que moi je fais en psychothérapie classique, où à un moment donné, je dis, OK, vu ce qui s'est passé dans vos traumatismes d'enfance, vous avez décidé ça qui est un choix par survie, vous n'avez pas vraiment choisi, vous n'avez pas pu faire autrement, mais maintenant, qu'est-ce que vous redécidez pour vous? Et là, c'est un peu la même idée, sauf que toi, tu viens rajouter l'histoire du transgénérationnel, en fait, hein, de la famille, des C'est mémoires, de ça, qu'est-ce qu'on porte. c'est ça. Et de prendre conscience de ça parce qu'on peut pas, comme tu le dis si bien, on a beau avoir un petit bout de notre arbre, il y a tellement de secrets, il y a des tas de choses qu'on ne saura jamais en fait de nos familles, de nos Et, antécédents. et on va répondre, pour que la question soit précise, parce que sur notre arbre, on peut aller partout, tout et n'importe où. C'est pour ça qu'il faut une question précise pour aller répondre à ce que la personne a besoin. C'est-à-dire qu'on va aller sur l'ancêtre qui va être en lien avec la question que la personne demande. Donc, c'est Ouais, pour ça qu'il ne faut pas avoir une question trop vague, il faut avoir une question très précise. Voilà, je veux guérir mon cancer. J'ai une dame, là, c'est fabuleux, elle m'a envoyé une lettre, j'en ai les larmes aux yeux. Ça fait un an qu'elle devait mourir au bout de 15 jours. Ça fait un an qu'elle est là. Elle m'a dit, je fais un travail avec vous, mais j'ai 15 jours à vivre. Le médecin m'a dit, j'ai plus rien, j'ai des métastases osseuses partout. J'ai fait mon testament et je n'ai plus aucun traitement. Cette dame, ça fait un an, elle vit en Espagne, parce que moi j'habite à côté de l'Espagne, et donc je la vois que en visio, on travaille en visio, ou même par téléphone, je crois sur WhatsApp. Et donc, et elle m'a dit, je suis complètement guérie. Et elle m'a dit, je me rappellerai toujours votre mail. Est-ce que vous croyez au miracle? Je lui ai mis ça. Et je dis, si vous avez la foi, tout peut être possible. Je lui ai fait faire plein d'actes psychomagiques. Elle a pardonné un cancer du sein gauche, conflit de nid au niveau du foyer de sa sœur. Elle avait une haine et une colère contre sa sœur et contre sa mère. Le sein, c'est le foyer. Elle avait un sein qui était comme ça énorme et ce cancer du sein a dévié dans des métastases osseuses. Donc, c'est-à-dire avec la dévalorisation profonde. Les os, c'est la dévalo. Et donc et cette femme, elle a réussi à faire la paix avec sa sœur, faire la paix avec sa mère, à savoir mettre les distances et à savoir s'affirmer, et à accepter son travail spirituel qu'elle avait à faire. Une femme qui a toujours eu peur de prendre, d'aller vers ses dons. Aujourd'hui, elle fait la formation avec des êtres de lumière, l'ouverture de l'intuition avec les êtres de lumière. Et elle m'a dit, et elle a fait tous les actes. Je peux vous dire que je ai donné. Ça fait pratiquement, je vous dis, 4 5 mois que je travaille avec elle, peut-être un peu plus. Elle a fait tous les actes. Je lui dis, là, on fait une pause, plus besoin, là, pour le moment. Vous avez tout fait, vous avez encore quelques actes à faire. On fait une pause, le temps de bien diriger. Je serai toujours là pour vous si vous avez besoin. Je dis, là, il faut poser. Et, voilà. Et elle m'a envoyé un mail hyper gentil là, ce matin, bah oui. que C'est ça j'avais qui est sauvé la aussi. vie. Et je lui dis, mais non. Et je lui dis, c'est pas moi qui vous ai sauvé la vie. Je lui dis,
c'est vous parce que vous aviez la foi et parce que vous étiez prête. Donc, remerciez-vous aussi. Moi, je vous ai accompagné. Parce que moi, je dis jamais que je vais guérir quelqu'un. Je veux dire, je ne suis qu'un simple instrument, un outil au service de ce qu'il y a de plus grand. Et si la personne est prête, parce qu'une guérison, ça se passe à trois. Il y a l'accompagnant, il y a comment dire, le patient et ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire pour moi, appelez ça comme vous voulez, l'énergie, Dieu, les forces de lumière. Donc, quelque part, euh, voilà, il y a des choses comme ça. Bon, il y a des personnes qui me disent, depuis que je vous ai vu, j'ai plus mal. Et des gens, ils ont toujours leur douleur. Ça dépend vraiment Oui, de oui, chaque personne. c'est bien que tu C'est le pas, dises parce que on pourra sinon voilà. on va recevoir, ils vont dire, ça y est, elle nous fait des miracles. Non, Ils vont être je pendus peux- à ton téléphone en étant la faiseuse de miracles, tu vois. C'est bien que tu non. signales que faut Ah, aussi que mais la oui, personne soit prête. mais oui, mais Ça, c'est oui, pas mais non oui, mais oui. dramatique. C'est pas un coup de baguette magique. Il faut que les personnes. Un monsieur, je lui dis, voilà, je lui donne le travail. Ah, vous croyez pas que je vais faire tout ça? Mais il a bien dit, aide-toi, elle t'aidera. Ouais. Si vous voulez rien changer dans votre vie, je dis, monsieur, je dis, comment voulez-vous qu'il y ait des choses qui changent pour vous? Vous voulez guérir de telle et telle chose, mais vous voulez rien changer. Donc, moi, je suis en train de vous aider pour changer, mais il faut aussi que la personne, quand on lui donne le travail, le fasse. Ouais. Donc, quelque part, il y a des personnes, ils ne veulent pas faire le travail Oui, c'est parce la que part ça. active du patient, hein. C'est pas que passif. C'est toi qui Voilà. joues, tu reçois les guides, machin, les messages, et puis après, hop. Non. Ils le disent bien, aide-toi, elle t'aidera. Et je donne une part de travail aux patients qui s'appellent ces actes psychomagiques pour les aider justement à passer à autre chose et à ce que j'appelle déprogrammer Ça. l'inconscient, c'est-à-dire une déprogrammation de l'inconscient avec un acte qui est très précis et une reprogrammation de l'inconscient. C'est-à-dire, on fait une reprogrammation positive. Donc, on peut déprogrammer, vous voyez, en mettant la croyance négative ou en allant la jeter dans l'eau ou en allant l'enterrer. Par pitié, n'allez jamais enterrer chez vous, sinon vous replacez, on fait des enterrements symboliques, vous replacez la problématique chez vous. Il faut toujours aller enterrer dans un lieu neutre ou dans un lieu public, dans la nature. Et ensuite, je demande à la personne de brûler une photo d'eux, c'est-à-dire un transfert d'eux, une photo d'eux, pour brûler l'ancien, par exemple l'ancienne Nathalie ou l'ancienne Vicky. On va prendre une photo récente et on va dire une phrase de l'ancienne croyance qu'on ne veut plus et que tout ça, c'est terminé, on le fait partir dans l'évier. Et une semaine après, on va prendre un objet symbolique qu'on va utiliser tous les jours sans y penser, ou une brosse à dents, ce que j'appelle un parfum, ou un déodorant, ou un produit douche, ou un tube de dentifrice, ou une crème de jour, quelque chose qui est un objet non choyé. On va mettre les mains et on va faire la reprogrammation de ce que l'on souhaite. Par exemple, une femme qui a peur des hommes, eh ben, elle va mettre à partir de maintenant, j'ai confiance aux hommes et je peux complètement me laisser aller avec eux. Et elle programme ça sur son objet, elle utilise cet objet tous les jours, et quand l'objet est terminé, ça veut dire que la reprogrammation et que la guérison est arrivée à son terme, elle peut jeter cet objet. Par contre, il faut que l'objet soit neuf et qu'il n'y ait que elle qui utilise cet objet et qu'elle l'ait programmé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des choses où on réinforme C'est l'inconscient. ça, c'est ça. Qu'on appelle ça? C'est des actes qui peuvent paraître un peu spéciaux, mais qui Oui, ça. permettent vraiment de changer des choses à l'intérieur de l'être humain. Mais c'est sûr. Donc, Je pense que les informations qu'on se donne, les réengagements, les nouvelles décisions, elles doivent être ancrées, réancrées, tu vois. c'est ça, C'est pas juste une fois une idée qui nous passe par la tête, oh, quelle bonne idée. Non, c'est ouais. vraiment ce travail d'intégration, d'ancrage Et et dans la d'ancrage. symbolique d'un objet et de vraiment, c'est un travail, c'est comme si on dit souvent chez nous, c'est qu'on, chez les thérapeutes, c'est qu'on fait changer les Mm. autoroutes neuronales, tu vois. Donc, on va passer par un autre chemin. Mais c'est vrai qu'il y a ce travail, et c'est intéressant que tu le dises aussi, d'ancrage, tu vois, vraiment, c'est comme on sort d'un mantra, d'une croyance, voilà, et on va changer de mantra. Donc,
Ça va pas se faire en 2 minutes exactement. non plus parce que si on se trimballe avec ça depuis des années, bah, tu vois, c'est vraiment. Et c'est bien que je trouve ça intéressant, Et- ta manière de fonctionner avec ces rituels vraiment symboliques sur lesquels les gens peuvent trouver ça peut-être un peu, tu vois, neuneux ou pas. Mais c'est vraiment le travail, dans le fond, c'est vraiment un travail de reprogrammation et d'ancrage, en fait. ah oui, ah Ça oui. peut se faire Moi, que comme ça, hein, sinon ça va pas se faire. j'avais chez une personne, ben, je vais te dire ça, avec qui, une personne qui faisait partie de ma formation des thérapeutes, elle voulait écrire et éditer son livre. Personne ne le prenait. On l'avait toujours dévalorisé. On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux être artiste? Ses parents l'avaient interdit toute mode de forme artistique en disant qu'elle ne gagnerait jamais sa vie, avec une dévalorisation profonde, qu'elle serait de toute façon une artiste ratée, que ce serait n'importe quoi. Et là, je lui ai fait enterrer sa croyance. Je suis une artiste ratée avec une petite goutte de sang. Pourquoi le sang? Parce que ça correspond à tout ce qui est sang, ça correspond à son ADN et à sa lignée de sang. C'est parce que c'est la lignée de sang qui lui a envoyé cette croyance. Et donc, j'ai fait signer et j'ai été lui faire enterrer avec une jolie fleur, quelque chose qui sortait, une belle fleur qui sortait. Je lui ai dit, tu m'enterres cette croyance, signer une goutte de ton sang et tu vas faire planter dessus une jolie plante qui est en pleine expansion et qui est en train de sortir. Elle l'a fait. Elle m'a dit, j'ai écrit mon bouquin, j'ai envoyé le truc, il est édité. Et ça marche de tonnerre de feu, ça se vend comme des petits pains. Et elle me dit, j'ai fait vraiment les actes que tu m'as dit, parce qu'elle a enterré, enfin, la croyance qu'elle était une artiste ratée. Ouais, Qu'on lui ouais. disait que sans arrêt qu'elle était une artiste ratée, qui était une croyance familiale, et, euh, et qu'aujourd'hui, elle a fait fleurir ce qu'elle est, son essence elle-même, et aujourd'hui, elle écrit, et son bouquin a été édité, et il fonctionne bien. Alors, ça paraît tout bête. Ça paraît tout bête. Bien sûr que quand on fait un acte psychomagique, on travaille avec l'ADN de la personne. Donc, on peut travailler avec l'urine, on peut travailler avec le sang, on peut travailler avec euh, comment dire, la salive. Euh, Jodorowsky, qui est un des précurseurs de la psychomagie, comment dire, travaille beaucoup avec ça. Moi, je sais faire beaucoup de lettres. Je fais beaucoup de travail de lettres. Beaucoup de travail de lettres de pardon, de lettres par exemple, quand il y a eu des dettes dans la famille, je fais faire comme si on faisait un remboursement. On va envoyer un faux chèque, on va prendre un chèque sur un année, on va envoyer un faux chèque pour rembourser la dette. J'ai vu des gens qui avaient jamais le sou, qui avaient toujours des problématiques de fric, qui ne pouvaient jamais se faire plaisir, parce qu'ils étaient liés à un ancêtre dont ils réparaient la faute, qui avait ruiné Oui, oui. un gars qui joue. Ben, tiens, c'était hier, tiens, quand c'était la Sainte Amédée. En plus, Amédée, ça veut dire Amédée, c'est-à-dire le joueur. Celui qui jouait au dé et qui jouait. Et elle, c'était pas un joueur de dés, mais elle, c'était un joueur, quelqu'un qui joue aux courses et aux chevaux et qui a ruiné toute la famille. On était dans des histoires de jeu. Même le Saint du jour nous montre comment, 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 comment on peut aller loin en psychogénéalogie. Et je lui dis, qui était le joueur dans votre arbre généalogique? Et ben oui, en effet. Elle me dit, j'ai mon grand-père qui jouait au jeu et qui jouait au jeu de course et qui a ruiné tout le clan. Ma grand-mère s'est séparée parce on était complètement ruinés. On n'avait pas un rond. Donc, et elle réparait parce qu'en plus, il empruntait de l'argent qu'il rendait jamais. Et donc, elle, chaque fois qu'elle avait de l'argent partait et elle ne pouvait jamais se faire plaisir. Je lui ai dit, il va falloir rendre l'argent, je veux dire, aux personnes que le grand-père a emprunté. Il y avait une personne en particulier qu'elle avait su et que ça avait amené vraiment de très gros préjudices à cette personne. Donc, je dis, vous allez faire un faux chèque comme si vous remboursiez cette personne. Et après, ça va s'arrêter. Elle a fait ça en demandant pardon, en s'excusant au nom de son ancêtre et tout ça. Elle a fait et la prospérité est revenue. Elle Ouais, m'a dit, ah, je te bénis. Elle m'a dit, je te bénis tous les jours. Aujourd'hui, je peux garder l'argent, je peux me faire plaisir, je peux partir en voyage. J'ai plus Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, hein, dès que j'ai de l'argent, j'ai un reliquat ah oui, d'impôt, j'ai un truc oui, il y en qui a comme ça. tombe en panne, j'ai un truc qui tombe en panne, j'ai l'argent qui part et Ouais, ouais, ouais. Ça, il y a ça ou l'inverse. J'amasse, j'amasse et c'est ça. ça se dépense trop, soit j'amasse trop.
Oui, C'est oui. ça. Et c'est malgré eux. Mais c'est bien, c'est super ce que tu fais parce que ça C'est peut c'est- vraiment c'est ce qu'on régler appelle des trucs. des réparations. C'est ce qu'on appelle des réparations. Et donc, on vient réparer nos ancêtres. Tout ce qui n'a pas été réglé auparavant, eh bien, se rejoue, revient, et nous, on doit réparer. On doit revivre, ou alors on revit exactement les mêmes choses, jusqu'à ce qu'il y en a un qui en a marre de souffrir et qui comprend l'origine de la souffrance, d'aller voir cette origine pour l'arrêter et y amener du pardon, y amener de l'amour, y amener une résolution pour que nous, on arrête de souffrir et que nos enfants, également derrière, arrêtent de souffrir. Parce que si on ne l'arrête pas, Des tout en choses, sachant que tous les secrets de famille peuvent amener à des morts, peuvent amener à des morts et peuvent amener à des choses extrêmement graves. des Moi, somatiques. j'ai vu des personnes qui réparaient l'inceste par des accidents. Dès que je vois un accident de voiture ou un accident de moto, un accident de voiture, je dis qui c'est qui est. Je vois qu'il y a un viol. Un accident de moto, il y a eu un inceste dans l'arbre. Et je dis qui est-ce qui a été incesté? Là, je regarde. Ah ben oui, en effet, déjà la personne, elle me le dit. Moi, j'ai eu des accouchements quand j'étais petite. Et puis, je sais que ma grand-mère en a eu aussi. Voilà. Donc, quelque part, et je dis, qui est mort d'un accident de moto? Et en effet, il y a un oncle ou un truc qui meurt d'un accident de moto jeune pour réparer la personne qui a été incestueuse. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on a pu apprendre dans les arbres généalogiques, qu'on a pu voir, qu'on a pu vérifier. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on invente comme ça. C'est-à-dire que quand on a fait les arbres généalogiques, on a regardé les souffrances, on a vu euh, les personnes qui mouraient jeunes et qu'est-ce qui s'est passé auparavant par rapport à des hommes, qu'est-ce qu'ils venaient réparer pour mourir si jeunes. Bien, très souvent, c'est des fautes graves qu'on fait et ils sont reliés tout le temps, ou par une date de naissance, ou par une date de décès, ou par un prénom, ou C'est par un ça. numéro de fratrie, ils sont reliés à la personne qui a fait la faute. Donc, quelque part, si on veut arrêter les drames, en généalogie, eh bien, c'est important de faire un travail et de comprendre qu'on a des origines qui viennent de notre famille. Par contre, je ne dis pas aussi qu'on n'a que des choses négatives. Hein. Aussi, on attire des choses positives de notre famille. On peut aussi avoir des dons de notre famille. On peut avoir aussi des choses extrêmement positives d'eux. Et heureusement, on récolte aussi le positif de nos ancêtres. Oui, c'est bien que tu le dises aussi. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Mm. Donc, quelque part, c'est vrai que depuis jeune, j'ai cette possibilité de pouvoir lire, de pouvoir parler. J'aide des personnes donc justement à ouvrir leur intuition et c'est un de mes mes travaux principaux, c'est d'aider à ouvrir à la médiumnité et à devenir canal des êtres de lumière, où je fais beaucoup de formations là-dessus et où je forme également des personnes à toutes les techniques que j'ai pu faire en rencontrant différents maîtres dans mes voyages. J'ai rencontré plein de gens dans mes voyages initiatiques où j'ai appris dans les différents pays et je forme des thérapeutes. Je fais une formation par an euh, pour devenir thérapeute. Euh, Ouais. voilà, et là, je m'éclate vraiment de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris depuis tant d'années et de pouvoir le transmettre aux autres, quoi. Oui, oui, d'ailleurs, je mettrai ton lien sur ton site. Je crois que tu fais des formations de thérapeute à la médiumnité en ligne, d'ailleurs. Oui, aussi. Oui, En, oui. en ligne, t'en fais T'es en thérapeute. présentiel. De toute façon, il y a tout Voilà. sur ton site, hein. Oui, oui. Il y en a une nouvelle qui démarrera au mois de septembre parce que là, elle est complète et puis on termine au mois de juin. Et en septembre, il y en aura une nouvelle qui va démarrer. C'est un samedi par mois pendant 4 heures. Et sinon, ça peut être aussi le soir, ça peut être aussi en soirée, de 19h à 22h. Donc, on peut le faire aussi en soirée. Et également, je fais un week-end par mois où je forme chaque année, je forme un groupe, mais je prends des petits groupes, je prends des groupes de entre 12 à 15 personnes. Enfin, c'est des petits groupes par rapport à des gens qui prennent 50 personnes. Parce que comme je fais participer tout le monde, je prends des petits groupes pour une fois par an pour former des thérapeutes à la psychogénéalogie, aux mémoires cellulaires, à savoir lire en médiumité ce que porte la personne, la lecture des mémoires akashiques, euh, et à les aider à devenir des passeurs d'âme, euh, et puis à régler aussi et à toutes les techniques de libération émotionnelle
pour savoir guérir aussi des personnes qui sont malades avec les flammes, parce qu'on peut aussi guérir, euh, comment dire, des maladies émotionnelles, c'est-à-dire des maladies où il y a eu de la haine, où il y a eu de la colère, comme le cancer. Parce que très souvent, le cancer, c'est une maladie où il y a eu beaucoup de haine face à une situation ou une personne. Et donc, au lieu de faire ce que j'appelle euh, c'est comme une chimiothérapie, mais par les êtres de lumière. On travaille avec les rayons, les méthodes des rayons et les méthodes des flammes. Méthode de la flamme rouge-orangée qui va permettre d'aller nettoyer, d'aller purifier à l'intérieur de la personne. La flamme bleue et blanche du pardon pour amener le pardon entre les deux personnes qui sont en conflit et couper les liens toxiques entre ces deux personnes. Et le rayon rose de l'amour et de la sagesse divine pour pouvoir que la personne entre dans cet amour pour elle-même et qu'elle puisse se reconstruire avec cette énergie d'amour qu'il lui a envoyée. Donc ça, vous voyez que la dame qui a guéri de son cancer, elle travaille essentiellement tous les jours avec cette méthode des flammes que je lui ai dit, et tous les jours, elle le fait. Et, euh, et elle m'a dit, ça me fait un bien fou, et tous les jours, je reprends des forces. Donc, donc voilà, il y a aussi des méthodes où on peut guérir, comme je veux dire, avec des méthodes émotionnelles également, quoi, avec des flammes et avec des forces des êtres de lumière et des énergies des êtres de lumière. Ouais. Ok. Donc voilà, je sais pas, tu as peut-être des Bah, questions. on pourrait ne jamais s'arrêter avec toi, Nathalie, parce que tu es passionnante et que tu as tellement de choses à apporter. Mais c'est bien que tu en gardes aussi dans les formations, parce que c'est vrai qu'elles sont assez denses, puisque moi, de temps en temps, ça m'arrive Oui. d'apparaître pour cette formation à la médiumnité qui est super intéressante en plus avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a de la matière, quoi. Je veux dire, quand tu formes, Ah oui, il y a du contenu, il y a des protocoles à faire, à pratiquer. Enfin bon, si vous voulez c'est travailler vrai. avec Nathalie. Alors, si justement, une dernière question comme ça, qui peut être apte à être thérapeute? N'importe qui, ou des gens qui sont déjà thérapeutes, ou qui c'est que tu prends en tes formations de thérapeute? Alors déjà, je prends tout le monde du moment où il y a une volonté de travailler sur soi. Parce que pour moi, un thérapeute, c'est important qu'il travaille sur lui en permanence. Parce que sinon, on peut faire des transferts épouvantables. Donc, je demande, enfin, la personne n'est pas obligée de travailler avec moi, mais en général, pour moi, c'est ouvert à tous, parce que pour moi, tout le monde est médium et tout le monde a cette possibilité. Ou elle est encore enfouie, mais on a tous sa possibilité de pouvoir s'ouvrir à sa médiumité ou à son intuition. Donc, pour moi, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Mais c'est vrai, les gens font comme ils veulent, hein. Je demande aux personnes qu'ils fassent un travail individuel s'ils veulent devenir thérapeutes. Parce que quelque part, c'est important de libérer, de nettoyer sa propre histoire. Moi, je vois, hein, il y a pas une semaine où je ne fais pas un travail pour continuer à travailler sur ma propre histoire, pour libérer des choses qui ne sont pas encore complètement libérées, parce que je suis un être humain comme tout le monde, et puis qu'il faut aussi que je... Parce que sinon, quand vous êtes fatigué ou que vous faites éponge, quand vous faites éponge, ça veut dire que vous ne pouvez pas aider les personnes. Le but, c'est là où vous voyez vos limites. Quand vous faites éponge, il y a des personnes qui me disent oh, mais dès que j'entends la personne, je me mets à pleurer, je ne peux pas supporter. Je vois hein, dans des personnes que je suis en train de former, mais c'est trop dur ce qu'elle dit, alors que moi, ça me laisse de... Enfin, j'ai de l'empathie pour la personne, mais je vois tellement ça depuis des années et des années que bien entendu, je ne vais pas me mettre à pleurer avec la personne, ça serait grave, je veux dire. C'est-à-dire qu'on doit mettre, savoir mettre ce que j'appelle une distance émotionnelle, et cette distance émotionnelle, vous saurez la mettre que si vous faites votre propre travail personnel sur vous-même et sur votre propre histoire. Pour moi, un thérapeute doit travailler sur lui en permanence. Ah C'est bah, ce ça, qui je suis fait que d'accord avec toi, hein. Je ne vais pas dire l'inverse. Non, non, ça c'est tout à fait juste. ah, mais c'est pas. Essentiel. Et puis on n'en a jamais fini, c'est bien que tu le dises On n'en a aussi. jamais On n'en a fini. jamais fini, même nous, Exactement. parce que d'un Parce- coup, parce- Tout on à a fait. besoin Parce que d'être quand on en a thérapeute. fini, quelque part, c'est on devient, c'est-à-dire on est réalisé, hein, donc on n'a plus besoin d'être sur cette terre. Oui, Mais c'est comme ça. on n'est pas parfait, on a toujours notre Ouais. partie ombre à nettoyer et à améliorer toujours notre côté lumière, à la perfectionner, notre partie lumière de nos qualités et à libérer l'émotionnel de notre partie ombre, c'est-à-dire la jalousie, la peur, la culpabilité, rien qu'en parlant de ça. Hein, je dirais, l'être humain, l'important, c'est de pouvoir se libérer de ces émotions négatives. Donc, quelque part,
Moi, je vois quand je vois des personnes qui me disent, oh, je sais pas comment tu fais, moi, dès que j'écoute une personne, ça me pompe, je fais comme une éponge, je reviens, je suis complètement, et toi, tu écoutes ça pendant des heures. Je dis oui, mais ça fait 30 ans que je fais ça, mais parce Ah que je oui, travaille sur moi. c'est Parce que pareil. les clients que vous allez avoir ne vont être que des miroirs de vous-même. Et plus vous réglez dans votre propre histoire les choses, et bien plus vous pouvez les accompagner et mettre une distance émotionnelle. C'est ce que C'est sûr, j'explique à mes futurs thérapeutes. je Euh, confirme. ah ben oui. Donc, je veux dire, et moi, je l'ai vu. J'ai vu deux de mes élèves futurs thérapeutes. Une, elles avaient la même spécialité. Elles voulaient être dans la numérologie. Eh ben, il y en avait une qui travaillait sur elle, l'autre qui ne travaillait pas sur elle, qui faisait que la formation pour apprendre à être numérologue, machin. L'autre, elle travaillait sur elle en permanence. Eh bien, celle qui travaillait sur elle dégageait beaucoup plus. Et elles ont mis leurs cartes au même endroit. La personne qui travaillait sur elle, elle a eu des appels. L'autre, elle avait personne. C'était un appel, elle avait personne. Mais je lui dis, tant que tu ne travailleras pas sur toi, tu ne vas pas rayonner. L'important, c'est de rayonner une force, c'est de rayonner. Voilà, je veux dire, toi, tu ne fais qu'apprendre et retransmettre. Mais tu as ta propre histoire. Tu vas avoir des patients qui ont une histoire, qui vont faire miroir à ta propre histoire. Et si tu n'as pas travaillé ta propre histoire, tu feras éponge Ah bah, ou tu auras un transfert épouvantable avec la personne en face et tu ne pourras pas l'aider. Donc, c'est important, et ça, moi, je le crie, je le hurle, même à mes thérapeutes, je leur dis, à mes futurs thérapeutes, travaillez sur vous. Et c'est pas ça, parce que vous êtes c'est bien que tu le installé. dises, c'est bien que tu le dises et que tu le redises parce que c'est vrai qu'on ne s'invente pas thérapeute. Ah non, moi, j'ai des gens, ils font un stage de Reiki, ça y est, je suis thérapeute. J'ai fait une formation, enfin, je dis n'importe quoi, mais parce que j'ai fait une formation de Reiki d'achat, je suis thérapeute. Vous verriez, moi, tout l'argent que j'ai dépensé dans mes propres thérapies, dans mon propre travail, et c'est passionnant même. Moi, j'adore me découvrir, aller voir, améliorer, avancer. C'est sûr que c'est pas drôle tous les jours, mais quelque part, on voit après la distance émotionnelle qu'on est capable de mettre face à une situation. Et on se dit, ah ben tiens, à l'époque, si j'avais pas fait ce travail, je me serais effondrée, j'aurais pleuré. Et là, je vois la force que j'ai émotionnellement face à la situation. C'est là qu'on voit qu'on a bougé, qu'on a avancé. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui veulent ne plus sombrer dans l'émotionnel et dans leurs émotions à travailler profondément sur leur douleur ou leur blocage. C'est primordial. Surtout pour des gens qui veulent devenir Ah thérapeutes. ben, ça, c'est Ça, bien que tu le rappelles parce que c'est vrai qu'on est dans ah une oui, période où il y a des thérapeutes qui s'inventent de partout, dans tous les sens. Alors, ah oui, oui, il y a à boire oui, et à oui. manger. C'est pour ça que c'est important que tu le dises et que moi, je le dis aussi souvent, mais Ah là, oui. comme toi, tu présentes dans ton travail des formations pour thérapeutes, c'est bien de le préciser. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Nathalie pour tout cet effort et tout ton travail que tu divulgues. Et je dirais que c'est vrai qu'il y a une partie de toi qui est vraiment au service, puisque tu travailles quand même beaucoup, avec le cœur, Beaucoup. d'idées. C'est un peu c'est une vocation, c'est même pas un peu une vocation, c'est carrément Ah, vocationnel. ah, c'est une Et que vocation. Ah non, bah, c'est je- sûr, sinon tu en ferais pas, tu en ferais pas autant et avec autant d'ardeur et autant de conviction et comme tu as pu les hmm. passionner, hein, comme on a pu t'entendre dans cet entretien. Ah oui, c'est vrai que je suis une passionnée. Pour moi, c'est pas un travail, c'est une vocation. À un moment donné, on me disait même que j'étais mariée avec Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, mais carrément. Mais parce que quelque part, j'aime l'humain, je prends le temps avec la personne. Des fois, si je dois déborder, je déborde. Je suis pas là à regarder ces 2 heures. Si c'est 2 heures, ça doit passer 2 heures et demie, ben, 2 heures et demie. Si j'ai pas fini le travail, je le termine. Donc, quelque part, je vais au bout du bout, mais j'aime bien avoir terminé mon travail avec la personne euh, dans ma séance. Donc, Ah, c'est comme c'est ça, ça. c'est comme ça. Je Tu ne suis, je referas suis comme pas, hein, ça. c'est comme ça. Non, 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 des fois, on passe devant chez moi et ah, c'est encore allumé dans ton cabinet. Je dis oui, mais bon, mais, mais bon, j'aime, quoi. J'aime parler avec les personnes, j'aime prendre mon temps dans le travail initiatique. Je, Eh oui. et les gens le savent, alors ils me disent, oh, on s'en fout maintenant que tu sois en retard ou pas, parce qu'on sait que tu nous donneras le même temps. On regarde même pas l'heure. Mais bon, mais, mais c'est vrai que, et même dans l'enseignement, des fois, je Oui, tu mets 4 débordes. heures,
3 heures et je déborde tout le temps. Je déborde tout le temps. Donc, Parce on te que, connaît. Donc, on sait qu'il y a et parce toujours que, plus. et Et c'est parce que ta j'aime ce que je générosité. fais. Et c'est le côté Pardon? généreux. Et c'est le côté, ben voilà, une fois que je suis partie, ben, je donne, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'aime bien transmettre. J'adore transmettre. Et c'est vraiment. Voilà. Et puis, ça fait tellement de temps que je suis là-dedans. Je vous dis, j'ai commencé, j'avais 20 ans, hein. Donc, vous voyez, j'en ai 59. Je vais pas, c'est pas, donc, c'est quand même, ça fait un moment que je travaille dans le domaine, quoi. Et, et, et c'est vrai que je suis passée aussi, j'ai appris beaucoup aussi dans mes voyages initiatiques. J'ai amené beaucoup de gens en voyage initiatique, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de personnes également qui m'ont appris. C'est-à-dire des guérisseurs, que ce soit au Brésil, que ce soit à Tahiti, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Bali. J'ai fait plein d'endroits où j'ai toujours eu, sans le vouloir, hein, rencontré le guérisseur du lieu. Et à chaque fois, eh ben, je me dis, mais c'était moi qui voulais y aller pour un soin ou pour apprendre quelque chose de lui. Ah, tu pourras me faire un soin? J'ai dit, mais non, je ne vais pas vous faire un soin. Je disais, j'étais beaucoup plus jeune. J'apprenais. Ah, si, on aimerait bien avoir un soin de toi, ou que tu nous dises ci, ou que tu nous dises ça. Ah ben, je disais, mais bon, au départ, quand j'étais jeune, aujourd'hui, je dirais oui, on ferait des échanges, mais à l'époque, je pensais pas. Et, et je me suis dit, bon, ben, je dois avoir vraiment quelque chose à faire là-dedans, parce que même les guérisseurs, ils me demandent de faire quelque chose pour eux. Alors, parce qu'à un moment donné, je voulais pas du tout faire ça. J'étais partie complètement dans autre chose quand j'étais jeune. Je voulais être dans le tourisme. Et moi, j'adore les voyages et j'étais dans le tourisme à fond. Je veux faire du tourisme. Et non, il y a une dame, elle m'a dit, votre vie va changer à 80%. Je voulais même pas croire ce qu'elle me racontait. Vous allez aider les gens, vous allez les soigner, vous allez ouvrir leur potentialité, vous allez les amener en voyage. Et qu'est-ce que me raconte cette dame? C'est pas, oh, pas du tout ce que je voulais faire. Alors, bien sûr que ce domaine me plaisait, ce domaine me passionnait. Et pour moi, pour faire mon propre. Mais elle m'a dit, ça ne sera pas que pour vous. Votre vie va changer à 180 degrés. Elle me dit ça à 20 ans. Et tout ce qu'elle m'a dit, mais dans les moindres détails, se sont C'est passés. vrai. C'est pour ça que je vous dis que la vie, elle est déjà programmée. Notre âme nous emmène là où on doit aller. C'est fou, ça. Et Ouais, voilà. super. Bah, écoute, merci pour ta petite histoire personnelle, hein, qui va Voilà. certainement faire du chemin pour les auditeurs. Ah Et puis, oui, je mets les liens en dessous si on veut te retrouver. Voilà. avec plaisir. Ben, merci Vicky, merci Merci beaucoup Nathalie de cet pour, entretien. euh, pour cet entretien. Merci à toi. Puis Et bonne puis, journée. Et bonne puis, journée également. Au revoir.